Merci à tous donc pour votre fidélité. Ce soir, on va parler d'une question renouée avec la nature, avec un point d'interrogation énorme. Et donc, on va tenter de parler avec mes invités, que je vous présente tout de suite, comme ça, ce sera fait et on aura pu y revenir. Donc, à ma droite extrême, Christian Godin, donc, qui est agrégé de philosophie, docteur en lettres, professeur émérite donc, de philosophie à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, et aussi rédacteur en chef de la revue Cité. Christian Godin a eu un grand succès dans sa vie, c'était La philosophie pour les nuls, qui a battu des records de vente et qui est un livre extrêmement intéressant de philosophie. Mais il a aussi, à l'autre extrémité, rédigé un ensemble extraordinaire qui s'appelle La totalité, en 6 ou 7 exemplaires, je ne sais plus, Christian, et publié une infinité d'articles et d'ouvrages dont je fais ici que mentionner quelques titres qui vous donneront une idée de ses intérêts. Le grand bestiaire de la philosophie, au Cerf, donc Chaplin et ses doubles, essai sur l'identité burlesque, la démoralisation, la morale et la crise, à quoi pensent les philosophes, ces grands concepts qui ont marqué notre monde, le soupir de la créature accablée, la religion aujourd'hui, la haine de la nature, que nous allons peut-être citer dans la mesure où peut-être cette attaque de la nature par la technique doit peut-être aussi à une sorte de haine, le pain et les miettes, qui est un livre qui m'avait beaucoup marqué, l'homme, le bien, le mal, des dialogues avec Axel Kahn, dont nous saluons ici la mémoire ce soir, le racisme, croyances et superstitions, et ainsi de suite. Je ne peux pas tout citer, Christian, parce que sinon on aurait toute la soirée. Christian Godin, qui va nous rappeler aussi comment la philosophie a conçu la nature. Bien, merci pour cette invitation. Merci à toute l'équipe des rencontres philosophiques de Monaco. Pour répondre à la question de savoir si on peut renouer avec la nature, il faut évidemment partir d'une définition au moins minimale. Et me semble-t-il, la définition la plus claire et en même temps la plus englobante qu'on puisse donner de la nature est d'ordre négatif. C'est-à-dire que la nature peut être définie comme tout ce qui est antérieur au travail humain et ou indépendant de celui-ci. C'est-à-dire que c'est par opposition au travail de l'homme, et le travail commence avec la pensée, avec le geste, avec le comportement, avec l'être de l'homme lui-même d'ailleurs, comme on y fera allusion. Si bien qu'on pourrait dire en termes un peu compliqués, en termes kantiens, que la nature c'est l'origine, puisqu'elle est antérieure, indépendante, et que cette origine, comme elle est a priori, c'est-à-dire en dehors de toute expérience, on peut la définir, la qualifier en termes kantiens de transcendantale. Si bien qu'on pourrait dire la nature, c'est la condition transcendantale de l'existence d'Homo sapiens, c'est-à-dire de l'espèce dont nous faisons tous partie, qui ne s'est pas inventée elle-même, d'où la croyance en une création divine, et qui, de fait, ne doit son caractère naturel qu'à cette origine, comme nous allons le montrer tout de suite. Quand on dit renouer avec la nature, ça présuppose qu'il y a eu lien, puisque renouer veut dire refaire du lien. Ça suppose que quelque chose a été dénoué et que, par conséquent, il convient de refaire le nœud qui a été perdu, tranché. Or, rien n'est plus problématique que cette idée de lien entre l'homme et la nature. Je prends tout de suite cet exemple qui montrerait que dès l'apparition d'Homo sapiens, donc de cette espèce dont nous faisons biologiquement partie, puisque les 7 milliards d'hommes qui peuplent la Terre font partie non seulement de la même espèce, mais de la même variété de cette espèce, dès la préhistoire, donc aussi loin qu'on puisse remonter dans les documents, dans les vestiges, posons-nous la question de savoir si l'artiste anonyme des grottes Cosquer, Altamira, Lascaux, enfin dont on sait que ces peintures remontent à 30 000 ans avant notre ère,
est-ce que cet artiste qui était au fin fond des entrailles de la Terre, est-ce qu'il vivait dans la nature? Ne vivait-il pas davantage avec ses rêves, avec les images, avec les mythes qui étaient les siens? D'où viennent les bisons d'Altamira? Est-ce qu'ils viennent des bisons réels? Certes, hein, puis la preuve, c'est que nous sommes capables de les reconnaître. Mais une image, quand bien même on peut reconnaître son modèle, ne signifie pas, quoi qu'en dise l'étymologie, ne signifie pas qu'elle imite la nature. Vous savez que c'est un contresens ou une méprise qui a traversé pratiquement toute l'histoire de l'art, toute l'histoire de la culture. Les hommes qu'on a appelés primitifs, pour la raison qu'ils s'étaient censés vivre dans les premiers âges. D'ailleurs, une expression qu'on a reconduite très récemment quand on a créé au Quai Branly un musée qui s'appelle le musée des arts premiers. Donc cette idée de primitif, de premier. En fait, quand on lit la littérature anthropologique, qui est censée nous dire, nous décrire la vie de ces hommes-là, et la chose, évidemment, de l'observation vaut également pour les hommes de la préhistoire, et vous savez que l'analogie a été souvent faite entre les deux, eh bien, on s'aperçoit en fait que ces hommes des sociétés traditionnelles vivent dans des artefacts de pensée, vivent dans un monde qui n'est pas la nature, qui est un monde, par exemple, ce que les aborigènes d'Australie appellent le monde du rêve. Et quand on songe aux lois, aux règlements très compliqués qui organisent les mariages, les relations de filiation, les règles qui président à l'exercice de la chasse, de l'élevage, de la cueillette, etc., on s'aperçoit que certes, les hommes vivent au milieu des forêts, au milieu des animaux, mais qu'ils vivent davantage dans la technique qu'ils ont créée eux-mêmes de leurs mains et de leur cerveau que des êtres de la nature. D'ailleurs, ces êtres de la nature, les hommes font tout pour les dénaturer, au sens propre du terme, puisqu'en effet, entre l'animal d'élevage domestique que Lacan, le psychanalyste, écrivait par plaisanterie, mais qu'une plaisanterie sérieuse, comme toute plaisanterie, domestique, D'-H-O-2-M-E-S-T-I-Q-E, c'est pour dire en effet que ces animaux-là, un peu comme lorsque nous entrons aujourd'hui dans une jardinerie pour les plantes, ces animaux-là ne sont plus sauvages. La sauvagerie, en fait, est une idée qui est introuvable dans la vie de Homo sapiens. Dès lors, en effet, que vous avez affaire à un être humain, vous avez affaire à un être qui, s'il doit son origine à la nature, ne doit certainement pas sa nature, c'est-à-dire son essence, sa réalité, son être-là, à la nature. On pourrait dire d'ailleurs la même chose de l'individu. Je vous ai cité l'exemple de l'homme préhistorique qui, dans l'obscurité des cavernes, vivait autant dans les mythes que dans les entrailles de la terre. Dès qu'un enfant est né, dès qu'un bébé sort du ventre de sa mère, symboliquement, on fait tout pour l'arracher à cette nature en l'habillant. Et de fait, l'origine, et c'est vrai aussi bien de l'individu que du groupe, du village, ou de la communauté, la culture, la société, cette origine naturelle est tout de suite effacée. Elle est tout de suite forclose, comme si, en effet, il y avait quelque chose enfin à faire. Nulle part, par exemple, nous voyons évoluer des Homo sapiens totalement nus, sans peinture, sans scarification, sans couvre-chef, sans bijoux, etc., etc. La nudité, en fait, on pourrait presque dire que la nudité est une invention d'artiste. C'est-à-dire qu'elle n'existe pas dans la vie sociale des hommes. Ça, c'est quelque chose de fondamental, puisque nous voyons, à l'inverse, qu'aucun animal, évidemment, que tous les animaux se contentent du corps qu'ils ont reçu à la naissance, et que la seule chose qui change, c'est leur développement biologique. Le processus d'effacement de l'origine, donc de la nature, la forclusion de la nature, s'est accompagné depuis surtout quelques siècles avec les révolutions techno-scientifiques qui ont été concomitantes de la grande révolution économique du capitalisme. Ces processus sont allés de pair avec un
mouvement de destruction, mais dont on peut percevoir, et on le sait de mieux en mieux, qu'il est en fait très ancien. On a longtemps cru que les sociétés traditionnelles étaient extrêmement respectueuses de leur environnement naturel, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que les habitants de l'île de Pâques se sont littéralement suicidés en supprimant tous les arbres de leur île, et que la civilisation maya s'est effondrée probablement à la suite d'une catastrophe écologique. Je ne parle pas non plus des espèces animales qui ont été chassées jusqu'au dernier exemplaire et qui ont été purement et simplement effacées de la surface du sol. Mais cela dit, avec la modernité, ce qu'on appelle ainsi, et qui a commencé en Europe à la fin du Moyen-Âge, au moment de la Renaissance, ce processus de destruction est allé en s'accélérant pour aboutir en effet à des situations désastreuses que nous sommes aujourd'hui, dont nous sommes aujourd'hui les témoins. Les révolutions industrielles ont accéléré en effet ce processus. C'est cela qui, par réaction, a suscité chez les artistes, chez les poètes, la réaction romantique. On pense au poète léquiste anglais. C'est pas un hasard, évidemment, si c'est au moment de la révolution industrielle, c'est-à-dire au moment où les villes anglaises devenaient noires, que des poèmes comme Wordsworth chantaient les lacs et les bois. La nature n'existe plus, si tant est qu'elle existait. Elle est une idée, elle est même, on pourrait dire, un fantasme. D'ailleurs, la preuve qu'elle n'existe plus, c'est qu'on ne parle plus que de l'environnement. Et il faut bien songer que ce terme d'environnement, qu'on utilise aujourd'hui sans adjectif pour désigner l'environnement naturel, comme s'il ne s'agissait pas d'un oxymore. Ce terme d'environnement nous vient de l'anglais, alors que c'est un terme d'origine française, et jusque dans les années 70, on peut le constater en lisant la première édition de l'Encyclopædia Universalis, le terme d'environnement, jusque dans les années 70, a signifié en France le strict environnement humain, c'est-à-dire l'environnement familial, l'environnement professionnel, mais il n'y avait pas du tout à cette époque l'usage de ce qu'on appelle aujourd'hui l'environnement, c'est-à-dire l'environnement naturel, qui est une expression, comme je disais, oxymorique, parce qu'il n'y a d'environnement que par rapport à l'être humain, par définition, puisque ça suppose en effet que l'être humain est le centre d'un cercle, d'une périphérie qui l'entoure et qui serait donc la nature. Mais ce n'est plus la nature. Il y a dans le monde aujourd'hui probablement plus de 150 États sur les 200 ou presque 200 représentés à l'ONU. Il y a presque 150 États, 150 gouvernements qui ont un ministère de l'environnement. Nous n'en connaissons aucun, évidemment, qui a un ministère de la nature, et l'expression nous semblerait complètement farfelue. Le sens de la nature, le sens propre que la nature peut susciter chez un poète, chez un promeneur, qui n'est pas un sportif, c'est-à-dire qui n'est pas celui qui prend la nature comme un théâtre ou comme un stade d'opération, comme quelqu'un qui finalement jouit comme Jean-Jacques Rousseau quand il faisait une promenade en barque sur le lac de Saint-Pierre en Suisse. Le sens propre que la nature peut susciter en nous, c'est le sens de l'émerveillement. Et ce sens de l'émerveillement qu'on confond volontiers avec l'admiration est très différent de lui. Pourquoi ? Parce que nous admirons les choses qui ont été créées par l'esprit, par le travail. Nous admirons une cathédrale gothique, nous admirons un produit de la technique. L'émerveillement, c'est être en présence de quelque chose qui n'est pas dû à nous, dont l'homme pourrait très bien être absent. L'émerveillement, c'est celui de la vie à laquelle Robert Maggiori faisait allusion lorsque quelque chose surgit, une lumière, une nouvelle naissance, dont on dit très bien, d'ailleurs merveilleusement, dans la langue française courante, qu'un bébé vient au monde. Et que cette venue au monde, en fait, ce sens de la venue au monde, qui est proprement celui qui est à la base de l'émerveillement, il est aujourd'hui de plus en plus rare, ce sens-là. Parce que nous sommes portés, en effet, à admirer les choses qui viennent de l'être humain lui-même, et songeons que les jeunes générations, eh bien, ont vécu toute leur existence dans un milieu technique, et que bien rares sont aujourd'hui les enfants qui sont réellement sensibles à la forêt, à la rivière, à la mousse sur le rocher, etc. Tellement la nature instrumentalisée par le sport, par l'économie, etc., par l'environnement même, et on pourrait dire de façon polémique aujourd'hui par l'écologie.
En d'autres termes, ce qui a triomphé sur la scène de l'histoire, c'est la volonté humaine. Et cette volonté ne veut rien d'autre qu'elle-même. Elle a tué Dieu, je fais ici référence à Nietzsche. Elle cherche à maîtriser le hasard par le calcul des probabilités entre autres, et elle élimine évidemment la nature. Toutes les fois que cette volonté peut remplacer la nature par un artifice, elle le fait. L'avenir prévisible, c'est quelque chose évidemment sur lequel on pourrait très bien ne pas être d'accord, mais l'avenir le plus plausible selon moi, c'est celui pour lequel les Américains et les Chinois, c'est-à-dire les deux puissances dominantes, penchent le plus, c'est-à-dire la géo-ingénierie. C'est-à-dire que c'est un surcroît de techniques qui, dans leur esprit, dans leur idéologie, pourra éventuellement résoudre les problèmes que la technique a posés elle-même, et que c'est un surcroît de techniques qui pourrait, en quelque sorte, préserver ce qui peut l'être de cette nature détruite. Donc voilà, en gros, ce que je pouvais dire de façon très panoramique et très polémique aussi sur cette question. Très polémique aussi, d'ailleurs, on va y revenir après, parce qu'il y a des tas d'arguments qu'on va pouvoir t'opposer. Merci beaucoup de votre fidélité, de votre écoute, et à la prochaine fois. Merci.